Bonjour, nous allons étudier la nature et la transmission du message nerveux. Nous allons commencer par la nature du message nerveux. Les fibres nerveuses sont chargées électriquement. Lorsque nous sommes au repos, les fibres nerveuses ne sont pas stimulées. Le potentiel enregistré dans la membrane de la fibre nerveuse est de moins 70 mV. Il est appelé potentiel de membrane ou potentiel de repos. Si la stimulation est suffisante, c'est-à-dire qu'elle dépasse une valeur seuil de moins 50 mV, la membrane de la fibre nerveuse se dépolarise pour atteindre une valeur de plus 35 mV. Et cela permet de créer un potentiel d'action et donc la naissance d'un message nerveux. Puis, la membrane se repolarise. Et si vous remarquez sur le graphique, il existe une petite période de 1 à 2 millisecondes appelée période réfractaire ou hyperpolarisation, qui correspond à une période où la fibre nerveuse ne peut pas être stimulée. La différence de potentiel entre le cytoplasme et la face externe de la membrane plasmique du neurone définit le potentiel de membrane. En l'absence de stimulation, le potentiel de membrane vaut environ moins 70 mV et constitue le potentiel de repos. Lorsque le neurone est stimulé, le potentiel de membrane peut varier transitoirement. Cette variation est appelée potentiel d'action. Le potentiel d'action n'est observé que si l'intensité de la stimulation du neurone dépasse une valeur seuil de moins 50 mV. Au-delà de cette valeur, le potentiel d'action conserve toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire à une valeur de plus 35 mV. La stimulation d'un neurone, au-delà de la valeur seuil, induit l'émission de plusieurs potentiels d'action ou d'une succession, appelée aussi train de potentiels d'action, dont la fréquence est proportionnelle à l'intensité de stimulation. Sur le graphique numéro 1, où la stimulation est d'intensité faible, nous pouvons compter 8 potentiels d'action, alors que sur le graphique 2, où la stimulation est de forte intensité, nous pouvons compter 13 potentiels d'action. Ce train de potentiel d'action se propage le long de l'axone vers les terminaisons synaptiques. Il constitue le message nerveux. Celui-ci est donc codé électriquement en fréquence de potentiel d'action. Nous allons donc voir l'arrivée du message nerveux au niveau des terminaisons synaptiques et donc sa transmission. Au niveau d'une synapse neuromusculaire, la terminaison synaptique du motoneurone contient des vésicules renfermant un neuromédiateur ou neurotransmetteur appelé acétylcholine. La stimulation du motoneurone entraîne l'exocytose des vésicules et la libération du neuromédiateur dans la fente ou l'espace synaptique. La fixation de ce dernier sur son récepteur, présent sur la membrane plasmique de la plaque motrice, entraîne une variation du potentiel de membrane de la fibre musculaire. C'est le potentiel musculaire qui déclenche la contraction musculaire. La concentration ou quantité de neuromédiateurs libérés dans la fente synaptique est proportionnelle à l'intensité de la stimulation du motoneurone. Au niveau d'une synapse neuromusculaire, le message nerveux est codé chimiquement par la concentration du neuromédiateur. Cela va être beaucoup plus clair grâce au schéma suivant, enfin j'espère. Voilà, ici vous avez une observation microscopique d'une synapse neuromusculaire que nous avons vue au cours du réflexe myotatique achilléen. Alors, le message nerveux moteur arrive dans l'axone du motoneurone, que l'on appelle l'élément présynaptique. Dans cet élément présynaptique, nous voyons l'existence de petites boules noires que l'on appelle vésicules d'exocytose. Ces petites boules noires
contiennent un neuromédiateur appelé acétylcholine. Ces vésicules d'exocytose se collent à la membrane de l'axone du motoneurone et libèrent leur contenu, c'est-à-dire l'acétylcholine, dans l'espace synaptique. Cette acétylcholine va se fixer sur des récepteurs qui, eux, sont posés sur l'élément postsynaptique, c'est-à-dire la plaque motrice. En se fixant, l'acétylcholine va déclencher l'émission d'un autre message nerveux de type musculaire pour déclencher la contraction du muscle solaire. Il faut savoir réaliser un schéma de la synapse neuromusculaire. Donc voilà le schéma que j'ai réalisé, qui reprend l'ensemble des termes que nous venons de voir. Donc le message nerveux moteur arrive sous forme d'un train de potentiel d'action dans l'axone du motoneurone. Là, nos vésicules d'exocytose contenant l'acétylcholine se collent à la membrane de l'axone du motoneurone, donc l'élément présynaptique, libèrent l'acétylcholine dans l'espace synaptique. L'acétylcholine se fixe à des récepteurs qui se situent sur la membrane de l'élément postsynaptique, la plaque motrice, et déclenche un nouveau train de potentiel d'action constituant le message nerveux musculaire qui entraîne la contraction du muscle solaire. En conclusion, certaines molécules présentent des analogies, ressemblent donc aux molécules de neuromédiateurs et peuvent modifier le fonctionnement synaptique. Le curare, par exemple, présente une structure moléculaire distincte de l'acétylcholine, mais certaines parties de la molécule ont une forme analogue. L'administration de curare diminue la contraction musculaire car ce poison se fixe à la place de l'acétylcholine sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, empêchant l'action de l'acétylcholine. Nous pourrons le voir dans le graphique, lorsqu'il n'y a qu'injection d'acétylcholine, courbe 1, nous avons une contraction forte du muscle. Alors que si nous injectons une concentration forte de curare, courbe 4, le muscle ne se contracte plus. Le curare est utilisé en cas d'anesthésie générale pour empêcher toute réaction réflexe des muscles au cours d'une opération.